Bienvenue sur Le Retour au Réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, c'est la rentrée du Retour au Réel. L'été a été une petite pause dans les podcasts et donc je reviens aujourd'hui avec vous avec plein de réflexions. Alors ce podcast est un peu un hors-série, c'est-à-dire que si vous avez bien suivi, on avait commencé une nouvelle saison avec donc l'école des chefs. Cette saison n'est pas finie, elle va reprendre dès la semaine prochaine avec de nouveaux podcasts sur l'école des chefs. Mais là, j'avais trop de choses, trop de sujets, on va dire, trop de bouillonnement intérieur dont je voulais vous faire part. Et une fois n'est pas coutume, ce podcast sera sans doute un peu décousu. D'habitude, j'aime bien structurer les choses avec des plans, avec des parties, des sous-parties, etc. Là, je vais vous livrer un peu en vrac des pensées qui m'ont habité durant l'été. Ce sera un peu comme un menu, une carte, en fait, un peu de présentation d'idées. Et l'objectif, c'est peut-être que vous, en commentaire, en message privé que vous m'envoyez, eh bien, vous puissiez saisir peut-être les intuitions, les idées qui vous auront intéressé, que je vous aurai partagées au cours de ce podcast, et que ça puisse faire l'objet d'un podcast un peu plus long, d'approfondissement, parce qu'évidemment, là, on va être un peu superficiel. Je vais juste évoquer un certain nombre de sujets, de thèmes qui reprennent des discussions, des rencontres que j'ai pu faire pendant l'été. Et je vous invite encore une fois, c'est toujours un appel, n'hésitez pas à interagir avec le podcast. J'aime beaucoup faire des émissions aussi à deux, ça peut se faire facilement en visio, à distance. J'ai eu pendant l'été pas mal de messages de ceux qui ont même rattrapé un peu les podcasts, les épisodes qu'ils n'avaient pas écoutés pendant longtemps, et qui m'ont fait part de critiques, de désaccords, aussi de choses positives évidemment, mais je suis très ouvert, j'aime beaucoup recevoir des critiques, j'aime beaucoup justement être un peu remis en question. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos pensées, de vos réflexions suite à l'écoute de ces podcasts. Alors comme vous le savez peut-être, je dirige une association qui organise des grands événements l'été, notamment donc 2 universités d'été pour Academia Christiana. Et cet été, donc en Provence, dans l'ouest de la France, tout ça a été un grand succès, ça a pris beaucoup de temps, ce qui fait que finalement j'ai passé assez peu de temps en famille, juste un petit peu de temps entre les 2 universités d'été. J'ai pas mal de projets professionnels à côté de ça qui ont pris aussi du temps. Je vous en parlerai peut-être plus en détail dans les différents podcasts. Mais donc j'ai eu un été finalement où j'ai beaucoup été en déplacement. Malheureusement cet été j'ai pas pu partir à Naples. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivent depuis un an, l'année dernière j'avais fait un bel épisode sur la ville de Naples. J'espère pouvoir de nouveau faire d'autres podcasts sur des voyages, sur des destinations qui pour moi me parlent et dont j'ai envie de partager la richesse. Donc un été où finalement j'ai passé quelques jours en famille, mais fait beaucoup de rencontres au cours de l'été, au sein des universités d'été en particulier. Et puis à travers des dîners le soir dans un jardin avec des amis autour d'une bonne bouteille, où on a pu aborder différents sujets. Et c'est un peu le panorama de tout ça, de tout ce qui m'est resté un peu en tête durant l'été, des réflexions qui m'ont un petit peu habité, que j'ai envie de partager avec vous dans cet épisode. Alors je vais commencer déjà par une première réflexion qui m'est venue à propos de la question de la drogue. On va dire, oula, il a passé un été bizarre et il s'est enfilé des rails de coke tout l'été. Non, pas du tout. Non, en fait, j'ai constaté cet été, mais en fait, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, parce que c'était un constat que je faisais déjà depuis au moins plus d'un an, la présence de plus en plus visible du trafic de drogue en France et de ses effets dans l'espace public. Et je pense notamment, en fait, à quelque chose au début dont je n'avais pas pris conscience, c'est tous ces commerces étranges qui fleurissent de plus en plus dans des zones dans lesquelles le commerce est mort. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'habite une petite ville, les magasins ferment les uns après les autres à cause des grandes surfaces qui pompent tout, à cause du fait que les gens habitent plus maintenant que dans des résidences loin. Les centres-villes sont vidés. Et du coup, néanmoins, malgré le fait que tous ces centres-villes périclitent, eh bien on voit apparaître des kebabs, des tacos, des barbershops, des magasins qui vendent du CBD, des magasins de téléphonie, etc. Et contre toute attente, ces trucs-là ne ferment pas, ça tient. Ou bon, ça tient 2-3 ans, puis après ils changent de mode parce qu'il y a une nouvelle mode, etc. Et j'ai pris conscience, en fait, ça m'interrogeait qu'en fait, faut pas trop se voiler la face. 95% de ces types de commerces servent à blanchir l'argent de la drogue. Argent de la drogue ou argent de manière générale de trafics illégaux en France.
Alors je vous recommande d'ailleurs, parce que en cherchant un peu là-dessus, ça m'intéressait, je voulais approfondir, je voulais voir si c'était juste moi qui me faisais une théorie du complot tout seul dans ma tête. J'ai vu pas mal d'articles dessus, enfin voilà, c'est un phénomène de société, même si évidemment c'est un peu tabou, parce que évidemment tout ça c'est toujours un peu en lien avec l'immigration, donc dénoncer ce type de commerce, c'est du racisme, etc. Je suis tombé sur un épisode sur le podcast, la chaîne YouTube Thinkerview, avec Philippe Pujol sur le trafic de drogue en France. Donc Philippe Pujol, c'est un journaliste marseillais, spécialiste du trafic de drogue, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus, qui a vraiment rencontré beaucoup de barons de la drogue, etc. Et ça dure à peu près 2 heures, c'est extrêmement intéressant, on apprend énormément de choses sur vraiment les faits, le détail, concrètement, comment ça se passe, etc. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que, d'une part, en France, la drogue devient un phénomène majeur, un phénomène qui est en pleine croissance, c'est-à-dire qu'il y a plus de consommation de drogue qu'avant, en particulier même dans des zones rurales, donc en fait même dans des petites villes de campagne, etc., il y a une grande consommation de drogue dans toutes les classes sociales. C'est-à-dire qu'il y a même, voilà, on apprend justement dans ce reportage sur Thinkerview, enfin cette interview plutôt, qu'il y a des marins-pêcheurs, des convoyeurs, des chauffeurs poids lourds, en fait, qui, ayant des rythmes de cadence tellement dingues, en fait, prennent de la coke comme on prendrait du Red Bull. Enfin voilà, c'est juste un truc un peu plus fort qui permet de tenir. Et donc voilà, il y a quelque chose de un peu tout public finalement dans la drogue. Alors, j'avoue que je vis dans un entourage. Alors soit je suis très naïf, tout le monde se drogue autour de moi, soit je pensais la vérité, c'est qu'en fait personne ne se drogue autour de moi. En tout cas, enfin dans mon entourage restreint, voilà. Évidemment, j'ai des potes qui sont passés par là, etc. J'ai eu un peu une vie dans les milieux parisiens, donc où la coke était assez présente, où voilà, on fumait, enfin moi pas forcément, mais d'autres dans mon entourage fumaient des joints, etc. Mais donc c'est un phénomène en pleine croissance, c'est un phénomène qui touche toutes les classes sociales. C'est pas que les cassos qui se droguent, c'est tout le monde, même les riches et même peut-être encore plus les riches. Et puis c'est un phénomène donc à la fois de santé publique parce que évidemment ça détruit à la fois votre santé physique mais aussi votre santé mentale. Moi une des arguments que je trouve de plus contre le cannabis, j'ai déjà discuté avec des gens qui me disent ouais non mais finalement toi tu bois du vin, moi je fume des joints, je vois pas le problème, etc. En fait si, moi je trouve quand même que grosso modo, enfin en tout cas de ce que j'ai expérimenté, des gens que j'ai connus qui fumaient des joints, ça devient des larves. Ça petit à petit ça flingue les gens en fait la drogue, parce que c'est toujours un cycle, c'est-à-dire qu'en gros on va pas bien, donc en gros, et de la même manière que l'alcool hein, évidemment, mais en fait sauf que l'alcool elle est davantage rentrée dans les mœurs et on a peut-être davantage de capacité à gérer l'alcool, voilà. À ne pas en faire un truc qui nous mine. Mais évidemment l'alcool ça peut être une drogue comme les autres, mais en tout cas à travers la cocaïne et le cannabis, qui sont un peu les drogues majeures consommées en France, en fait, voilà, ça détruit petit à petit une personne, tant physiquement que mentalement. Et d'autre part, ça a aussi un phénomène de sécurité, parce que la drogue, c'est de l'argent, cet argent, c'est des empires qui se constituent avec du trafic d'armes, avec petit à petit des zones qui sont contrôlées. Et du coup, c'est toute une France qui passe à la mainmise finalement d'autres groupes qui sont des groupes armés, qui sont des groupes qui contrôlent le terrain, qui sont des groupes qui ont leur autonomie financière, etc. Et je me souviens, donc, en gros, tout au long de l'année dernière, être passé dans pas mal de villes, donc, comme Nantes, Le Mans, Avignon, Angers et d'autres. Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, on sort de la gare, il y a des trucs lunaires. Moi, je me souviens, gare du Mans, des mecs en quad à 15h en semaine, avec des cache-coups, des face masks, voilà. Enfin, on avait l'impression d'être finalement j'avais l'impression de voir les films sur les quartiers nord de Marseille, dans les cités, quoi. Sauf qu'on était à la gare du Mans. Et donc on sort de la gare, on traverse des quartiers donc sinistrés, en gros juste des cassos assis par terre avec leurs canettes de 8-6, enfin que des commerces fermés, ou sinon les seuls commerces ouverts, des kebabs, des magasins d'alimentation marocaine ou tunisienne, etc. Et donc, enfin voilà, et puis voilà du trafic, du deal à ciel ouvert. Nantes, je me souviens d'avoir croisé des gens complètement shootés, défoncés au crack, qui peuvent vous sauter au cou à un moment ou à l'autre, parce que à un moment donné, c'est des drogues qui rendent fou. Alors c'est pas les drogues encore une fois majoritaires, ces drogues, justement
le journaliste que j'évoquais tout à l'heure, Philippe Pujol, explique qu'il y a des drogues qui sont des drogues vraiment de la destruction de soi. C'est des drogues plutôt finalement très développées aux États-Unis ou dans les pays dans lesquels il y a une très forte misère, très forte pauvreté. C'est des drogues de marginaux, contrairement à la cocaïne et au cannabis. Mais voilà, petit à petit, la physionomie de nos territoires est refaite elle aussi par la drogue, parce que les commerces qui reprennent en main ces quartiers sont ceux justement qui bénéficient du blanchiment d'argent. Alors, toute cette critique, comme je dis toujours en introduction, le podcast, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas simplement que de la critique, mais qu'on essaie aussi de proposer des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Déjà, la première chose, je pense, c'est d'ouvrir les yeux sur ce phénomène. Je pense que nombreux d'entre nous sommes trop naïfs par rapport à ça, parce qu'on vit, donc, comme je disais, dans une petite bulle parallèle où on fréquente des gens qui se droguent pas, donc on a l'impression que ça n'existe pas, et ça nous paraît tellement gros, la drogue c'est un truc de film, etc. Enfin, en tout cas, moi c'est un peu comme ça que je le voyais. Et donc du coup, on ignore totalement l'ampleur du phénomène. La drogue, elle est partout, comme je disais, dans les milieux pauvres comme dans les milieux riches. Le trafic et le blanchiment d'argent pullulent, parce qu'encore une fois, la drogue, vous pouvez pas payer votre drogue en carte bleue. Alors peut-être que vous pouvez la payer en bitcoin, j'en sais rien, mais en tout cas, la plupart du trafic se fait avec de l'argent liquide. Et cet argent liquide, à un moment donné, il faut le blanchir. Donc comment est-ce qu'on le blanchit ? Par des faux commerces, enfin en fait des commerces qui sont des vrais commerces, mais qui vont faire passer un certain nombre d'argent en cash en vue de transformer cet argent en argent légal. Et donc du coup, je pense que tant qu'on va rester aveugle sur tous ces sortes de fast-food tacos qui fleurissent partout, etc., en les considérant comme des commerces comme les autres, en fait, le problème ne va pas s'arrêter. En fait, ça va continuer de progresser, de grignoter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est déjà ne pas se droguer, hein, évidemment, même pour rire, même une fois. En fait, faut pas rire avec ça. En fait, c'est de la merde. Point barre. Et zéro tolérance vis-à-vis de la drogue. Même quand on se drogue en votre présence. Moi, je me souviens une fois avoir quitté une pièce parce que les gens s'allumaient un joint. Non, mais en fait, tu fais pas ça devant moi. C'est hors de question. Je cautionne pas cette merde. Prévenir nos enfants du danger, parce que faut pas oublier que les prochains à se faire démarcher pour acheter un joint, c'est vos enfants. Il n'y a pas besoin d'être très vieux pour ça. Moi, j'ai fumé, j'avoue, mon premier joint, je pense à 12 ans, sorti de collège. Et évidemment, c'était un peu pour rire, pour faire les grands, mais voilà, c'était nous les clients qu'on venait chercher. Et puis, voilà, je pense une intransigeance totale, férocité. Alors, évidemment, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui se drogue, aidez-le à s'en sortir. Mais à un moment donné, si vous voyez que le gars n'a pas aucune envie de s'en sortir, lâchez-le. Enfin, en fait, sinon, il va vous faire couler avec vous. Ça peut paraître dur ce que je dis, mais voilà, zéro tolérance. Il faut dénoncer le phénomène. Il faut essayer d'en parler, il faut essayer d'alerter les maires. En fait, il y en a marre. C'est pas possible, en gros, qu'on dise rien. Face à ça, c'est vraiment une entreprise criminelle dans notre pays. Et le silence, c'est une forme de complicité à l'égard de ce phénomène. Donc je pense qu'il faut dénoncer la drogue. Et évidemment, dénoncer la drogue, ça implique aussi, en arrière-plan, de dénoncer l'immigration. Parce que, alors la drogue, je dis pas du tout qu'il n'y a pas de Français de souche qui se droguent, il n'y a pas du tout de Français de souche qui deal. Mais néanmoins, aujourd'hui, en fait, la drogue est un phénomène qui accompagne le phénomène de l'immigration. Et donc forcément, c'est d'extrême droite de s'attaquer à ce problème. Donc en fait, rien à foutre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on s'attaque pas à ce problème, les prochaines victimes, ce seront vos enfants, ce seront les enfants de vos voisins. C'est notre peuple qu'on assassine par la drogue. Donc voilà, je pousse un petit peu un coup de gueule, mais c'était vraiment ma prise de conscience de l'été. De pas tolérer en fait ce phénomène qui avance de plus en plus. Deuxième réflexion qui m'est venue pendant l'été, et c'est toujours pour continuer un peu sur ce registre de la drogue, c'est les écrans. Parce que les écrans sont une autre forme de drogue, une forme de drogue qui touche encore plus de monde. Parce que elle est moins honteuse, elle est pas illégale, et j'ai eu la joie cet été de découvrir un excellent podcast que j'ai dévoré dans mes longs trajets en voiture, mes transports de camion pour les différentes universités, etc. Ce podcast s'appelle Transmission. Je vous mettrai des liens dans la description de ce podcast, mais c'est vraiment excellent. Donc je félicite, je félicite cette production parce que c'est vraiment extrêmement riche. Et donc continuez d'écouter Retour au réel, mais écoutez aussi Transmission. Vous allez voir, si vous faites beaucoup de voitures, si vous écoutez beaucoup de podcasts, c'est vraiment hyper intéressant si vous ne connaissez pas. Et donc
voilà, je vous partage 2-3 podcasts qui m'ont particulièrement marqué. Le premier évoque les ravages justement du numérique, de la virtualité sur cette nouvelle humanité qui est en cours de production. C'est-à-dire en fait, en gros, cette génération qui est née avec les écrans. Moi, c'est pas mon cas en fait. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas d'ordinateur. Mes parents étaient de l'ancienne génération et à l'époque, j'avais l'impression d'être déjà un peu une sorte d'ovni. Mais voilà, c'est une grande chance. Mais voilà, aujourd'hui, nos enfants, et même vous, peut-être, qui m'écoutez, vous êtes nés dans un monde d'écran. Et donc, du coup, dans ce monde dans lequel tous les rapports humains deviennent de plus en plus médiatisés par l'écran. Alors, c'est un peu des lieux communs, évidemment. Aujourd'hui, tout le monde... petit à petit, il y a une prise de conscience à l'égard des ravages de la virtualité, du numérique, mais bon, le premier constat, c'est l'effondrement des capacités de concentration, parce que pour générer de l'attention sur un écran, il faut finalement être capable d'utiliser votre cerveau dans ce qu'il a de plus sensible. Il faut jouer sur des cordes sensibles, et pour jouer sur ces cordes sensibles, ce sont donc des ingénieurs qui vont en gros étudier le fonctionnement de votre cerveau, et c'est un peu comme le sucre. Hein, on va essayer de produire des sucreries qui soient les plus avec lesquelles vous allez avoir plus de mal de résister. Vous allez avoir besoin à chaque fois d'une deuxième dose. Et c'est justement tout cet avènement de contenu de plus en plus court, de plus en plus coloré, avec de plus en plus d'effets qui sont voilà, un peu d'effets d'explosion, d'effets qui vont vraiment susciter tout de suite votre attention et vous retenir. Et du coup, donc avec un public de plus en plus consommateur, et ces écrans vont tuer votre capacité à vous concentrer, mais aussi la capacité, chez l'enfant en particulier, à s'émerveiller. C'est-à-dire que dans le podcast, Baptiste Detombe, donc, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'homme démantelé, qui évoque ce phénomène, parle d'enfants qui sont même plus émerveillés au cirque, même plus émerveillés devant un spectacle, en fait, parce que sur leurs écrans, ils voient des choses beaucoup plus impressionnantes. Donc ça devient une sorte de drogue cérébrale, et ça produit, et c'est une production qui est en cours, hein, une génération qui va être de plus en plus démunie face au réel, qui risque finalement de vivre hein, de manière assez catastrophique sa rencontre avec le monde réel. Alors tant qu'elle peut se réfugier dans une forme de monde parallèle, de virtualité, elle peut s'en sortir. En fait, c'est exactement comme la drogue. C'est-à-dire qu'en fait, tant que pour l'instant la drogue vous a pas encore totalement détruit, vous vous raccrochez à ça. Mais à partir du moment où vous commencez un petit peu à épuiser ce que cette drogue peut vous apporter, là, il va falloir augmenter les doses et ça va être un cercle vicieux. Et je pense qu'on est vraiment dans la même chose vis-à-vis des écrans. Moi, le premier, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que déjà, la première chose, comme pour la drogue de manière générale, c'est de prendre conscience du danger. Prendre conscience que les réseaux sociaux, que l'IA, que les plateformes vidéo nous rendent non seulement cons, mais aussi qu'elles nous rendent, et c'est tout l'objet du podcast et du livre, conformistes, paresseux, narcissiques, dépendants, etc. Une fois que vous avez pris ce constat, c'est important de prendre des résolutions par rapport à ça, qui soient à la fois réalistes, c'est-à-dire que, évidemment, si vous dites du jour au lendemain, j'arrête tous les écrans, ça risque d'être un peu compliqué, surtout professionnellement, etc. Mais si on ne prend pas des résolutions qui sont forcément qui reviennent à du zéro écran, il faut quand même des résolutions qui soient efficaces. Donc voilà, mettez-vous des horaires d'écran, essayez de vous y tenir, supprimez certaines applications, réseaux sociaux de votre téléphone, mettez votre écran de smartphone en noir et blanc ou que sais-je. Mais voilà, surtout pensez aussi aux enfants, vos petits frères, vos propres enfants, vos cousins. Si vous les aimez, préservez-les des écrans. Alors évidemment, je ne parle pas d'un dessin animé, d'un film de temps en temps, c'est pas ça. Mais je parle en fait finalement de toutes ces personnes qui sont des sortes d'assassins un peu inconscients de leurs enfants et qui offrent aux enfants des jeux vidéo, des smartphones et même à un adolescent. En fait, je pense que tant que le jeune n'est pas majeur, en fait, c'est un crime que de lui offrir un smartphone. Parce que vous lui offrez de quoi se détruire le cerveau, de quoi se détruire l'âme. En fait, c'est comme si... tiens, pour tes 13 ans, je vais t'offrir ton premier rail de coke. Enfin, la comparaison peut vous paraître caricaturale, mais je pense qu'on en est là.
Autre podcast toujours chez Transmission que j'ai trouvé excellent, c'est un podcast qui s'intitule Le paradoxe du choix avec Julien Gobin. Alors il évoque finalement en fait le paradoxe de notre société contemporaine où petit à petit on a développé avec la modernité un individualisme qui va de pair avec la démocratie. Hein, c'est finalement l'émancipation de l'homme qui va pouvoir s'autodéterminer. C'est-à-dire qu'en gros, il a plus besoin d'une tradition, il a plus besoin d'un passé, il a plus besoin d'un pouvoir qui lui dit ce qu'il est, ce qu'il doit faire, etc. C'est lui qui choisit à la fois la politique à travers la démocratie, c'est lui qui choisit finalement ce qu'il veut être, ses loisirs, son travail, enfin voilà, il n'a plus aucune tutelle, il est un individu libéré. Et cette grande marche de la modernité, Julien Gobin nous dit, elle aboutit finalement dans aujourd'hui le transhumanisme, le transsexualisme contemporain. Et cette société commence à aboutir à des paradoxes. Parce que cette société, c'est la société du choix. C'est la société en fait qui nous ouvre tous les possibles. Et dans la société de consommation, on a le choix entre des milliers de produits. Voilà, autre expérience que j'ai faite cet été, je suis rentré à un magasin Leclerc. Moi, j'ai pas l'habitude, je vais toujours dans des plus petits supermarchés de ma petite ville, voilà, de 4000 habitants. Donc déjà, je trouve qu'on a beaucoup de choix, mais là, en fait, dans un hypermarché Leclerc, en fait, vous avez 400 références de yaourts. J'exagère peut-être, hein, j'en sais rien, mais voilà, vous avez des murs en gros de beurre. Enfin, voilà, c'est avec je sais pas combien de références de beurre différents, etc., etc. Vous avez donc, si on multiplie ça avec Amazon, avec tout ce que vous pouvez acheter sur Internet, à travers les différentes formules quand vous prenez un abonnement, etc., avec la possibilité en permanence de se rétracter, parce qu'aujourd'hui, en fait, les lois permettent de, si le produit ne vous convient pas et que vous l'avez pas entamé ou etc., vous pouvez le rendre, le revendre, faire un retour. Et puis dans votre vie, finalement, aujourd'hui, on essaie de nous construire un monde dans lequel tous les choix sont possibles, tant les choix professionnels que les choix affectifs. On peut choisir un partenaire sur une application. Et donc jusqu'au phénomène contemporain, hein, du transsexualisme, on peut changer, choisir sa sexualité, choisir sa biologie, même dans le transhumanisme. Et Julien Gobin évoque une expression, un phénomène de plus en plus récurrent dans notre société, qui est la fatigue d'être soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le choix, c'est un acte qui consomme le plus d'énergie dans votre cerveau. En fait, faire un choix, ça nécessite d'anticiper, ça nécessite de comparer. Donc ça requiert finalement une forme d'effort énorme, et c'est fatigant. C'est même angoissant. Et une fois qu'on a fait un choix, en plus, on a toujours l'angoisse de ne pas avoir fait le bon choix. Donc c'est quelque chose de terrible, et le choix peut devenir, surtout dans un système où la modernité nous intime de choisir en permanence avec une multitude de possibilités, même si en soi elles sont peut-être toutes grosso modo égales, mais dans les faits, vous avez la possibilité de choisir en permanence. Je vous raconte un truc, moi, qui m'avait particulièrement marqué. J'invite un couple d'amis à la maison et je sais pas pourquoi, enfin bref, on passe dans la cuisine, ils voient qu'on a un truc pour purifier l'eau, les sortes de fontaines Berkey avec des charbons. Puis il me dit, ah c'est bien, je dis ouais c'est pas mal, etc. Et puis on s'assied dans le salon, et là il me dit, bah ça y est, je l'ai commandé. Donc en gros avec son téléphone, il avait commandé le truc, ça arrivait 2 jours après chez lui. En fait voilà, on a cette sorte de possibilités infinies qui dépasse en fait les capacités normales, cognitives d'un être humain. C'est-à-dire qu'en fait, on a une telle puissance, il y a quelque chose de tellement infini et énorme qu'en gros, notre cerveau n'est pas prêt à gérer tout ça. C'est trop dur, c'est trop lourd. Et donc, du coup, l'homme contemporain devient de plus en plus fatigué de devoir choisir, fatigué de devoir être un individu qui s'auto-construit, fatigué d'être, quand on dit fatigué d'être soi-même, c'est qu'en fait, en gros, être soi-même, c'est conçu dans la modernité comme quelque chose que comme un effort, en fait. Un effort pour vous auto-construire de manière différente, tout seul, indépendamment de tout ce qu'il pourrait y avoir avant vous. Et donc, c'est fatigant, c'est épuisant. Et en fait, ce que dit justement Julien Gobin dans son podcast, c'est que c'est en cessant de se chercher qu'on commence petit à petit à se trouver. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les traditions, les rites, les habitudes,
l'autorité paternelle, l'autorité politique, l'autorité de la tradition. Alors tout ça, évidemment, c'est une bride sur nos libertés individuelles. Mais c'est aussi un guide qui est rassurant, qui nous permet d'avancer dans la vie. Et si aujourd'hui, par exemple, je me demande pas tous les matins si je vais rester avec ma femme, si je vais pas en changer, etc., si je vais pas changer de vie, eh bien, on peut dire, alors ouais, tu te contentes d'avancer dans des chemins qui sont tout tracés. Bah oui, ce sont effectivement, je marche sur les pas de mes ancêtres, mais c'est en mettant les pas dans ceux de ceux qui me précèdent, de mes anciens, que j'avance, mais j'avance sans me limiter à imiter. J'avance en m'appropriant, j'avance en faisant chemin moi-même, je redécouvre quelque chose, et je réinvente même aussi quelque chose. Donc, la tradition, ce n'est pas quelque chose qui nous sclérose. La tradition, c'est d'une certaine manière comme un tuteur qui nous permet petit à petit de nous développer, de grandir sereinement, sans avoir cette pression énorme de l'infinité du choix qui est comme un gouffre abyssal. Voilà, je vous invite à découvrir ce podcast sur transmission qui s'appelle, je crois, le paradoxe du choix, qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur que ce que je viens tout simplement d'esquisser. Et je fais une petite transition avec une autre réflexion qui m'est venue dans l'été sur le sens de la vie. Alors c'est drôle parce que cet été, j'ai croisé, dans mes vacances, des profils de personnes assez similaires. Donc, je vais décrire le profil, évidemment, sans doute, peut-être certains vont se reconnaître dans ce profil. Ce n'est pas un jugement, ce que je fais, c'est plus un constat, et encore une fois, c'est un constat sur l'extérieur, c'est-à-dire que je ne sonde pas les reins et les cœurs, j'observe extérieurement des personnes qui vivent autour de moi. Et quand je dis vivre, c'est parfois une personne que je vois un peu plus loin et dont j'entends la discussion 5 minutes, donc c'est pas forcément des gens qui sont dans mon cercle intime. Mais voilà, ce que j'ai vu, beaucoup de trentenaires, qui me semble constituer d'une certaine manière un peu la norme de leur génération, c'est-à-dire 30 ans, célibataire, sans enfant, qui vit locataire dans un meublé, qui vit en télétravail quasiment perpétuel. Ce sont des personnes qui sont sympathiques, attachantes, voilà, mais qui donnent l'apparence, et peut-être que je me trompe, c'est peut-être un jugement sévère, d'être vides. Parce que, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce vide ? C'est pour moi une sorte d'absence d'objectif. C'est qu'en gros, il n'y a pas de construction. En fait, encore une fois, je compare ça par rapport à moi. En fait, ce qui m'habitait quand j'avais 23, 24 ans, c'était de faire des choses. C'était de réaliser, en fait, de marquer un peu le monde de par mon être, en fait. C'était, voilà, j'ai une période où je voulais rentrer au séminaire, je voulais changer le monde à travers le sacerdoce. Finalement, moi, je me suis aperçu que c'était pas ma vocation. Donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais fonder une famille, je vais me marier. Je rêvais même, voilà, j'ai eu des périodes où je rêvais d'être militaire, de partir, voilà, de vivre des aventures incroyables, etc. Bon, voilà, j'avais envie de construire, de bâtir. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'en gros, ces gens-là ne bâtissent rien. C'est-à-dire qu'en gros, toute leur vie, c'est du vide, quoi. C'est-à-dire que vivre locataire dans un meublé, ne pas avoir d'enfants, être célibataire, j'ai un peu l'impression que c'est une existence flottante. C'est-à-dire qu'en gros, on survit, mais on bâtit pas. Il n'y a pas de but. Alors peut-être que je me trompe, peut-être derrière chez ces personnes-là, il y a la volonté de faire, de construire, et en fait, ils n'y arrivent pas. Hein. Voilà, c'est pas du tout. Encore une fois, je dis, c'est pas du tout ce que je dis n'est pas du tout un jugement. C'est plus une réflexion qui naît de par cette absence de construction, de réalisation concrète, à un âge où normalement tout ça est possible. Et du coup, je me suis posé, voilà, c'est quoi pour toi le but de l'existence ? Et je pense que pour moi, le but de l'existence, alors c'est des réflexions là qui sont inspirées par même aussi ma mère, etc. C'est souvent des choses qu'elle m'a souvent dit, mais c'est d'être fécond, c'est de transmettre. Si on prend notre existence terrestre, hein, notre vie sur Terre. Sur Terre, on sait très bien que nous sommes faits pour la mort, hein, ce que dit Heidegger, des êtres pour la mort. Alors, évidemment, au ciel, on est des êtres pour la vie, mais voilà, il y a cette existence marquée par sa dimension éphémère. Hein, nous ne sommes que de passage. Et du coup, à quoi bon vivre ? Parce que la vie peut paraître très absurde si nous ne sommes que de passage pour manger, chier et dormir. Pour moi, la vie terrestre prend son sens dans la tradition au sens de passage, la tradition au sens d'une continuité, la tradition au sens d'une filiation, la tradition au sens de la transmission. En fait, c'est toujours se dire que je suis un maillon,
je suis un héritier, je suis la graine qui s'est détachée de la fleur. Et maintenant, mon rôle dans la vie, c'est de porter du fruit. Et donc, porter du fruit, ça peut être éduquer mes enfants, ça peut être le fait que mes gènes vont se déployer et que, du coup, je vais essayer d'être à la hauteur de tout ce que mes ancêtres ont construit. Je vais essayer de faire passer cet héritage à ceux qui vont me survivre. Je vais essayer de bâtir, je vais essayer de laisser quelque chose, mais pas pour finalement me gonfler de moi-même, laisser quelque chose parce que j'ai reçu, et ce que j'ai reçu, je dois le faire fructifier. Et évidemment que la perspective surnaturelle dépasse la perspective terrestre, parce que au-delà de ce cycle, la vie, la mort, l'hiver, l'été, eh bien, il y a l'appel de l'éternité, il y a l'appel de l'union à Dieu, mais cet appel de l'union à Dieu, qui est finalement le but complet de la vie, mais pas que de la vie terrestre, de la vie qui continue pour l'éternité, de la vie en soi, cet appel, il se vit ici et maintenant, il se vit dans le temps, dans le cycle des saisons, du jour et de la nuit, etc. Alors, tout ça fait appel à une autre réflexion qui était née lors d'une discussion avec l'abbé Raffray, quelques amis, sur le fait de vieillir. On évoquait un peu sur le ton de la boutade le fait qu'on commençait à être des vieux par rapport aux plus jeunes, à Academia Christiana, etc. Et moi-même, j'ai pris conscience cet été, un peu comme une grosse baffe dans la figure, que je commençais à me sentir vieux. Alors, j'ai que 36 ans, quand je vous dis ça, je me sens pas vieux au sens, je me sens pas un vieillard, mais j'ai l'impression que j'ai plus le même âge que les plus jeunes à Academia Christiana, que mes 20 ans sont un peu derrière moi, que j'ai parfois plus de difficultés simplement à me remettre encore dans cette ambiance. Même cette année, je sais plus, c'était pendant le PNH de Chartres, j'étais chef de chapitre, et j'avais avec moi peut-être 70 jeunes de moins de 17-18 ans. Je me sentais un peu seul. Je les aime bien, évidemment, et j'aime bien parler avec eux, etc. Mais je sentais que j'avais plus le même âge. Et j'ai pris conscience de ça aussi en voyant mes enfants grandir. Et c'est vrai que on dit toujours, c'est un peu un lieu commun, que ça grandit à une vitesse, les enfants, mais c'est vrai. Là, je me rends compte que mon fils va bientôt devenir un adolescent. Voilà. Bref, tout ça, c'est des réflexions sur le temps qui sont un peu terrifiantes. Parce que moi, je trouve qu'on voit pas le temps passer. Mon année de terminale, par exemple, elle me semble pas si lointaine. L'époque où je courtisais ma femme sur le pont des Arts à Paris, c'est un souvenir qui est encore frais dans mon esprit. J'ai l'impression que c'était hier. Voilà, donc, toujours on se souvient de ces slogans 17 ans pour la vie, life fast, die young, la jeunesse est un état d'esprit, etc. Eh bien, dans une certaine mesure, c'est vrai. Parce que y a des gens qui vieillissent mal, y a beaucoup de gens qui s'embourgeoisent dès qu'ils commencent un peu à avancer dans la vie, il y a des gens qui deviennent aigris, il y a des gens qui deviennent frileux, obséquieux, etc. Donc il faut toujours se souvenir de notre enthousiasme de la jeunesse. Il y a quelque chose de bon dans cet enthousiasme de la jeunesse, parfois c'est même le sens un peu du tatouage, c'est une promesse, voilà. Donc on fait parfois des promesses quand on est jeune, de pas trahir, et ça c'est important. Mais au-delà de ça, c'est pas parce que on s'est fait la promesse de ne pas trahir que notre fidélité, elle ne prend pas une forme différente. Prenons l'exemple du mariage. Évidemment que un couple n'est plus le même quand il passe la quarantaine, la cinquantaine, que quand ce sont des jeunes mariés, ou même des jeunes fiancés, voire même des jeunes qui commencent à se rencontrer, à se bécoter, etc. Donc c'est normal en soi que cette fidélité, elle s'approfondisse dans le temps. Et c'était justement ce que l'abbé Raffray nous a remarqué en disant qu'on vit aujourd'hui dans une période d'idolâtrie de la jeunesse. C'est un phénomène totalement moderne. C'est-à-dire qu'en gros, on a peur de vieillir, on veut toujours rester un peu dans une forme de stade adolescent, immature. Et qu'est-ce que c'est que ce stade? Comment il se caractérise? C'est celui dans lequel on ne prend pas d'engagement. En fait, parce qu'on veut rester dans une phase où tout est possible, tout est ouvert. Et du coup, l'abbé Raffray nous faisait un peu l'éloge de la vieillesse. On pourrait dire aussi, synonyme de vieillesse, la maturité, la sagesse. Et vous pouvez me dire, oui, mais là, en gros, t'essayes un peu de te rassurer toi-même parce qu'en gros, t'as 36 ans. Donc, en gros, c'est la seule manière de te rassurer, de te dire qu'en gros, plus tu vieillis, plus tu mûris, plus tu deviens sage, etc. Alors, c'est vrai en un sens, mais c'est pas complètement vrai parce que, en gros, la seule alternative qu'on a, en fait, c'est le jeunisme. C'est de vouloir rester éternellement jeune, etc. Et d'une part, c'est ridicule, on pourrait dire extérieurement. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, des gens qui continuent moi, je me souviens de un film que j'avais vu, je crois que c'était sur le chanteur d'un groupe de rock,
et dont j'étais fan. Mais du coup, donc, c'était un film sur toute sa vie, parce qu'il était mort, et donc on le voyait à 70 ans. Ça faisait un peu pitié, en fait. Enfin, c'était presque un peu gênant, en fait, de cette culture rock. Elle vieillit parfois mal. Pas toujours, hein, évidemment, mais voilà, parfois il faut savoir il faut savoir, en gros, quand on a voilà, nos vieux tatouages qui commencent à flétrir, etc., c'est pas grave. Enfin, c'est même c'est une certaine beauté, je trouve. Mais il faut accepter, en fait, qu'on a dépassé, à un moment donné, qu'on n'est plus dans cette période voilà, de la pure jeunesse. Et du coup, voilà, c'est le ridicule, finalement, qui caractérise le jeunisme, au-delà même de l'aspect extérieur. Et c'est surtout la perspective intérieure que je pense intéressante de souligner, c'est qu'avec l'âge, est-ce que, finalement, je m'appauvris ? En gros, je deviens physiquement moins rapide, moins endurant que finalement dans la fleur de l'âge. Est-ce que voilà, je perds petit à petit, je sais pas, ma tête, enfin, j'en suis encore très loin, je pense, mais voilà, c'est grosso modo les signes de la sénilité. Ou est-ce que, au contraire, avec l'âge, je m'enrichis ? Et du coup, ce que disait un peu l'abbé Harfrey, c'est que je pense que la vieillesse ne doit pas nous faire peur. Je pense que c'est très moderne d'en avoir peur. L'abbé Harfrey nous faisait l'éloge du vieux sage. Alors, moi, j'ai un copain à côté de moi qui me dit, dans ce cas-là, nous, on sera pas des vieux sages, on sera plutôt des vieux fous. Et ça me fait penser à un vieux fou. J'ai connu un vieux fou, et je trouve cette expression, je la trouve assez chatoyante. C'était un ancien professeur qui m'invitait à boire du whisky, à fumer des cigares chez lui. Et il me lisait des vers de Corneille, ou il me montrait des pièces de théâtre quand je partageais du temps avec lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, parce qu'à l'époque, j'étais jeune professeur de français, et lui était un vieux professeur de français, de latin, de lettres, etc., qui avait marqué plein de générations d'élèves, etc. Ça se trouve, certains qui m'écoutent le reconnaîtront. Eh bien, voilà, moi, j'aime ces patriarches, j'aime ces anciens qui voilà, savent nous transmettre un héritage. Pour moi, c'était vraiment la figure de l'ancien. C'était voilà, c'est des livres. C'était voilà la décoration de son intérieur avec voilà un képi blanc de la Légion étrangère, etc. Enfin tout ça, voilà, tout cet univers m'a beaucoup apporté. Et je pense voilà que on doit d'une certaine manière désirer être des patriarches. C'est-à-dire que la jeunesse, elle a ses charmes. J'aime beaucoup l'idée, c'est Brasillac, mais c'est surtout aussi Jésus-Christ, de mourir en martyr à 33 ans. Et donc, je crois que si la vie nous pousse sur une autre voie que celle du martyr à 33 ans, eh bien, il faut accepter cette perspective de la maturité, c'est-à-dire, pour trouver une jolie image, de devenir un chêne solide et noueux aux racines profondes. Alors, passons à d'autres réflexions. J'en ai une qui m'a marqué. J'ai regardé cet été un documentaire sur la plateforme Sage, Sage Plus, Sage JE, dont je fais la promotion. C'est une plateforme voilà, de films catholiques. Le catalogue est pas encore peut-être suffisamment étoffé, je pense, mais il y a pas mal de belles choses. Et du coup, j'ai regardé un film, un documentaire sur les franciscains du Renouveau. C'est-à-dire, ce sont des franciscains aussi connus sous le nom de franciscains du Bronx. Donc des moines qui décident en gros de vivre dans des quartiers pourris aux États-Unis, en Angleterre, pourris par la drogue, par l'immigration, par l'insécurité, les gangs, etc. Et de s'occuper de gens vraiment d'une misère sordide. Et autant en fait tous les discours misérabilisme, souvent, surtout lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'actions, peuvent avoir quelque chose d'extrêmement énervant. Mais là, en l'occurrence, quand on voit des gens donner totalement leur vie pour des pauvres, ça a quelque chose de fascinant. Donc, je vous invite à voir ce reportage. Moi, il m'a beaucoup marqué, touché profondément. Et du coup, je le mets en parallèle un peu avec d'autres découvertes que j'ai fait un peu pendant l'été sur on peut dire ce qu'on pourrait appeler des catholiques de gauche, des chrétiens de gauche, parce que parfois ils sont souvent un peu ils n'aiment pas forcément la rupture entre catholiques et protestants. Et donc je pense au collectif Anastasis, je pense à la nouvelle revue qui est en train de se lancer, Le Cri, alors que j'ai pas lu, donc je peux pas avoir vraiment de jugement dessus. Je pense à l'ouvrage donc le pain et le vin de Sibylle. Je pense également au
petit café, etc. Donc c'est plein d'initiatives, si vous voulez. Voilà, c'est l'idée que la vertu première finalement dans le christianisme serait la charité, et que si nous n'avons pas la charité, nous n'avons rien. C'est très vrai, c'est très catholique évidemment. Mais ce qui me gêne un peu dans cette initiative, finalement, c'est ce ton très moralisateur, et c'est beaucoup. Enfin, c'est pas que du discours, évidemment, ils font pas rien. Et voilà, je me permettrai jamais de juger des gens, quelle que soit leur couleur politique, qui font des choses. Mais ce que je trouvais beau finalement chez ces franciscains, c'est qu'il y avait, même s'il y avait, voilà, on trouvait dans la figure du pauvre le Christ, si on trouvait finalement dans la figure du plus faible, quelque chose de très profond, et que finalement on va retrouver Dieu dans la fragilité humaine, etc. Je trouve quelque chose de beau. Il n'y a pas non plus on veut pas en fait pousser les gens à stagner dans leur merde en fait. C'est-à-dire qu'en gros, même si le franciscain évidemment pour aborder un gars qui est un dealer va pas lui faire le sermon que j'ai fait au début du podcast sur la drogue, il va essayer d'abord de l'amadouer, de l'accueillir sans le juger, etc. À terme, il va essayer de le sortir de là. En fait, il est là pour ça, il est là pour élever les gens en fait. Et c'est vrai que dans ce côté, nous on est des cathos inclusifs, antifascistes, pro-LGBT, etc. J'ai un peu l'impression en fait d'une sorte de confusion des genres, où en fait à un moment donné, si on considère que on va vers la misère, c'est bien que la misère est misérable, et c'est donc à un moment donné, évidemment on peut pas faire de miracle et sortir tout le monde de la misère, mais notre rôle n'est pas de laisser les gens dans leur misère. Notre rôle est d'être indulgent, d'être doux, d'être patient, de s'abstenir dans certains cas de jugement, mais il est là aussi d'être là pour aider. Et là, être là pour aider, c'est pas que nourrir le ventre, c'est aussi à un moment donné pousser les gens, dans la mesure du possible, à sortir de cycles dans lesquels ils sont, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, si on tolère tout, si tout se vaut. Voilà, c'était en tout cas une réflexion que je vous soumettais. Et c'est vrai que souvent, à droite, on a ce côté d'oublier parfois un petit peu la charité au détriment de la vérité. Évidemment, les deux vont de pair. Hein. Je pense que voilà, c'est le fameux texte de Léon Bois, la justice et la miséricorde sont consubstantielles en substance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas séparer de sa manière en Dieu la miséricorde, c'est-à-dire en fait l'amour, la charité, de la justice, de la vérité, etc. Donc les deux vont ensemble, et ce serait un petit peu ridicule de vouloir finalement une religion qui ne serait que l'un ou que l'autre. Alors ça me fait penser aussi à des réflexions, des discussions que j'ai eues avec des amis païens. Alors quand je dis païen, je parle pas c'est pas l'expression païen au sens de quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas de religion, quoi que ce soit. Ce sont des amis plutôt néo-païens, donc qui ont une certaine forme de spiritualité, cherchant dans les vestiges des religions pré-chrétiennes européennes. Et voilà, une certaine forme d'éthique de la vie, de spiritualité, très influencée par ce qu'on appelle la nouvelle droite, Nietzsche, Dominique Vénère, etc. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça, j'ai beaucoup d'amitié pour un grand nombre de païens, et souvent, un peu là où tournent nos discussions, c'est sur nos différences, parce que souvent, en tout cas ceux qui font partie de mes amis sont des gens souvent très admirables, parfois plus admirables que certains catholiques, qui ont des modèles familiaux finalement assez semblables à ceux des catholiques. C'est des familles nombreuses, où les enfants sont bien élevés, où les époux sont fidèles. Donc plein de... beaucoup de choses très édifiantes. Et c'est vrai que souvent, j'ai un peu l'impression dans ces discussions, et voilà, ce sera un thème, à mon avis, d'un podcast que j'aimerais bien d'ailleurs faire, si parmi mes auditeurs, il y a des néo-païens qui m'écoutent, je vous tends une perche un peu pour des débats, parce que je trouve que c'est intéressant d'approfondir nos différences. Mais j'ai parfois un peu l'impression qu'il y a dans les choses qui reviennent souvent, la vision qu'en gros, il y aurait d'un côté, en gros, la sociologie des cathos, et de l'autre côté, le clan des païens. Et qu'en gros, en fait, on débat sur notre appartenance à l'un ou à l'autre. Et en fait, je trouve que ça fausse le débat, parce que moi, honnêtement, la sociologie des cathos, parfois, je la vomis. Enfin,
je veux dire, parfois il faut aussi ouvrir les yeux, quoi. Je veux dire, il y a des trucs très moches, quoi. C'est pas parce que des gens sont... J'emploie volontairement le mot catho, au sens de montrer le groupe sociologique. Je parle pas des catholiques au sens de la foi catholique. Donc, évidemment, si on réduit les choses à leur dimension, on pourrait dire sociologique, affective, communautaire, etc., je pense qu'on s'en sort pas. Ce que je crois qu'en fait, en gros, la question, souvent, elle tourne beaucoup autour du Christ, elle tourne parfois par rapport à la dimension judaïsante du Christ. En gros, est-ce que cette religion catholique est une religion finalement qui viendrait d'un apport extra-européen? Je trouve un peu que cet argument est ridicule parce que, bon, d'une part, le catholicisme a totalement, on pourrait dire, embrassé l'Europe. Je pense qu'on peut difficilement dissocier la France du catholicisme. Je crois que les deux ne font qu'un. À tel point, voilà, c'est un mariage, on pourrait dire heureux, alors qui aujourd'hui vire au divorce, évidemment, mais je pense que rien n'est fini. Et puis, je pense qu'en fait, ce qu'on attribue à être, des caractères proprement judaïques qui seraient totalement étrangers à la mentalité européenne, c'est souvent un peu faux, parce que dans la philosophie grecque, dans la sagesse grecque antique, on retrouve un certain nombre de ces éléments qui en fait finalement qu'on va retrouver dans le christianisme. Alors il y a des apports évidemment singuliers du christianisme, mais finalement je pense que la grande question au fond qui doit être posée, c'est pas en gros est-ce que je suis catho, est-ce que je suis païen, c'est en gros qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous. Est-ce qu'il y a un divin? Et si ce divin se révèle à nous, est-ce que le message du christianisme n'est pas finalement l'appel du divin? Et donc, d'une certaine manière, accepter d'écouter ce message sans se braquer, sans rajouter finalement tout ce qui parasite le message. Et je pense qu'effectivement, beaucoup d'éléments humains, historiques, politiques, parasitent ce message et le rendent parfois inaudible. Un des débats qu'on avait eu au cours de l'été sur cette question du paganisme, c'était le débat sur l'euthanasie. Un de mes amis, un ami très cher, un de mes amis païens me disait « Moi, je comprends pas pourquoi les catholiques, vous êtes contre l'euthanasie. Je considère que à partir d'un certain moment donné, quand la vie s'en va, il faut la laisser partir. » Ce à quoi j'ai répondu, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que quand la vie s'en va, il faut la laisser partir. Mais en fait, l'euthanasie, c'est pas ça. Ce que je déplore dans l'euthanasie, c'est pas en gros de laisser partir la vie. Je suis à titre personnel contre l'acharnement thérapeutique, contre le fait qu'on puisse nourrir indéfiniment ou maintenir en vie indéfiniment des personnes qui doivent mourir. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter que la vie nous quitte. C'est tout à fait chrétien. Dans la perspective chrétienne, il y a justement le fait de ne pas avoir peur de la mort. Ce que je pense interdit par l'euthanasie, en fait, pourquoi l'euthanasie doit être interdite, c'est qu'en fait, à un moment donné, on décide de la vie ou de la mort là où justement la nature ne statuerait pas. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a certaines blessures, certaines maladies qui sont des passages, et c'est pas à nous de décider si en gros ça doit s'arrêter là ou si ça doit continuer ou pas. Bon, on a évoqué, c'était peut-être une formule un peu provocante de sa part, mais il me disait que il avait peut-être plus de respect pour la vie du grand cerf que pour la vie du malade mourant sur son lit d'hôpital. Je sais pas en fait si ce parallèle a un sens. Je trouve que la vie et la beauté, même dans la vie animale, a une grande valeur. Mais la vie humaine, même si elle se réduit à un moment donné à des phases effectivement très très pauvres, je pense que néanmoins, en tant que vie humaine, elle en a une aussi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, je suis pas sûr finalement qu'en gros, évidemment qu'il y a sociologiquement des types humains. Alors ça, pareil, la question des types humains, ça a été l'affaire d'une soirée, d'un long débat, et je pense qu'un jour j'y consacrerai un podcast, mais c'est pas encore assez mûr dans mon esprit. Mais je pense qu'il y a des types humains qui
finalement, voilà, réagissent par rapport à la vie de manière différente. C'est-à-dire que certains sont un peu des hommes du ressentiment, des hommes qui sont un peu, finalement, dans une certaine forme de jalousie à l'égard de la vie, un peu toujours dans la critique du fait de voilà, tout ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, le monde est dur avec moi, ou des gens qui décident d'embrasser la vie, de l'aimer, de l'accepter, d'en accepter ses limites, de quérir finalement la beauté dans le monde. Et ça, il peut y en avoir qui peut être néo-païen ou chrétien, mais je dirais que c'est pas là-dedans que se joue pour moi le rapport christianisme-paganisme. Bref. J'attaque un autre sujet aussi de l'été, c'est une lecture. Lecture donc de l'excellent Rod Dreher, qui est l'auteur du Paris bénédictin, et qui a écrit un livre donc sur le désenchantement du monde, sur le fait que notre monde aujourd'hui, alors ça s'appelle Retrouver le sens de Dieu, mais il évoque le fait que tous les chrétiens, conservateurs, qu'ils soient protestants, catholiques ou orthodoxes, croient dans les anges, dans les démons, dans le monde surnaturel, etc. Mais que, ça c'est la théorie, dans la pratique, on vit comme si ça n'existait pas. Et donc, à travers un certain nombre d'exemples, à travers des témoignages, etc., il nous rappelle à cette existence d'un monde invisible qui, finalement, fait partie de la réalité, et que ce monde invisible, on peut tout à fait, finalement, choisir un peu délibérément, par mentalité, de ne pas le voir, mais pourtant ça n'empêche pas qu'il est là et qu'il nous entoure. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que ça remettait un petit peu en avant peut-être une dimension médiévale du christianisme qu'on a perdu, d'un monde habité par le divin, d'un monde dans lequel aussi certaines choses qui nous semblent purement être mauvaises sur le plan naturel le sont aussi d'un point de vue surnaturel. Il y a tout un passage justement, et ça fait la boucle avec la drogue que j'évoquais au début, où justement dans un témoignage, une personne qui s'est lancée un petit peu dans l'ésotérisme, etc., est passée par la drogue, et en fait son constat sur l'expérience hallucinogène de la drogue, c'est que cette expérience hallucinogène éveillait de sa manière peut-être des capacités de notre cerveau de voir des choses que dans un état de conscience normal on ne verrait pas, mais de voir des choses qui sont. Parce que beaucoup d'expériences finalement étaient similaires et faisaient écho finalement à des visions assez traditionnelles en quelque sorte dans la représentation, sous forme de dragons, de bêtes, etc., des démons, etc. Voilà, donc un livre assez intéressant que je vous invite à lire, parce que effectivement on a perdu cette vision un petit peu de la dimension surnaturelle. Dernière réflexion avant de vous quitter et de vous faire une petite part de publicité. Je voudrais parler politique. Alors, j'ai eu cet été à un moment donné, une petite déception. Je reçois un mail d'une personne qui avait participé à notre université Academia Christiana en Provence et qui était partie en me disant qu'elle avait un entretien d'embauche urgent, etc., que c'était important. Je dis, ok, très bien, bon courage. Et puis finalement, la personne, en fait, elle n'a pas trop assumé de me dire qu'en fait, elle se sentait pas très bien parce qu'elle trouvait que l'ambiance était trop politisée, que ça parlait trop de politique, etc. Et c'est drôle parce que l'année d'avant, j'ai un type qui était parti, alors lui qui me l'avait dit en face, qui partait parce qu'il trouvait que l'ambiance était trop catholique et pas assez politique. Bon, donc finalement, on voit que les gens sont jamais pleinement satisfaits finalement de ce qu'ils cherchent, etc. Au-delà du fait que je trouve que c'est un peu une attitude de consommateur, mais je ne vais pas juger non plus les personnes, ça m'a fait poser la question finalement de politique et religion. Et donc j'ai lu un excellent bouquin au début de l'été qui s'appelle L'extrême droite et l'Église. C'est écrit par Jean Madiran en 1998 et c'est une réponse à un livre du même nom qui était paru par la Conférence des évêques de France à l'époque, en vue d'essayer de faire une sorte de condamnation un peu du Front National en 98. Et Madiran a une très belle formule. Donc Jean Madiran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain, journaliste, catholique, plutôt, on pourrait dire, traditionnaliste, qui est passé par l'Action française dans sa jeunesse, etc., et qui a développé plusieurs revues, donc notamment le Journal Présent, la revue Itinéraire, etc. Et Madiran a une très belle expression. Alors je l'ai pas sous les yeux, donc je vais essayer de vous la restituer de mémoire, peut-être
en déformant un peu, mais il dit « Quel ange immatériel êtes-vous pour croire que la politique ne sert à rien ?» Parce que la politique peut déterminer du sort de la vie et de la mort, de l'État, de votre liberté, etc., etc. Donc, c'est toujours cette idée, en fait, et qui, je pense, vraiment m'habite et que j'ai envie un peu de vous communiquer dans ce podcast, c'est que parfois, on peut avoir tendance, dans une période où tout va mal, à se réfugier purement dans le religieux, purement dans le développement personnel, purement dans voilà, le fait de chercher soi-même à se sortir du chaos, mais en oubliant qu'en fait, la politique, c'est le réel, en fait. Le réel est politique. Le réel, c'est la vie en société. Le réel, c'est la cité. Et c'est les lois, c'est le devenir, finalement, de notre société qui conditionne la possibilité de la religion. Et donc, politique et religion, dit Madiran, c'est l'affaire du siècle. Les deux vont de pair. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Parce que si on enlève la religion, finalement, le politique devient totalitaire, devient une fin en soi, une idéologie, enfin, c'est le communisme, etc. Si on met que la religion, finalement, le politique va dévorer la religion et du coup, en fait, il y aura plus de place pour la religion. Donc, la religion nécessite le politique. On pourrait dire, comme dit Don Gérard, hein, cette croix qui est plantée dans la terre depuis de nombreux siècles, qui en fait une terre chrétienne. Eh bien, il faut qu'il y ait justement toutes les institutions, les écoles, etc., qui puissent permettre de défendre cette croix. Sinon, à un moment donné, elle va disparaître. Et ça me faisait penser, quand on élevait un calvaire à Academia Christiana l'année dernière, me dire, en gros, voilà, le jour, imaginons, où notre pays serait envahi, ou si jamais on vivait de nouvelles invasions musulmanes qui cherchaient à détruire la trace chrétienne sur notre sol, eh bien, il faudrait enlever toutes ces croix qu'on a plantées. Il faudrait les arracher du sol. Donc, pour ça, c'est bien d'en construire, d'en élever plein, pour rappeler que la France est une terre chrétienne. Mais voilà, je dirais, au-delà de ça, voilà, c'est ce qui permet la spiritualité, ce qui permet la foi, ce qui permet la sainteté, c'est qu'il y ait un combat politique, qu'il y ait une cité temporelle où on se bat pour essayer de défendre un bien commun, une civilisation humaine qui rend possible l'Église. Alors, effectivement, ça pose beaucoup de questions sur le plan politique. J'ai mon ami Raphaël Emma qui m'avait fait part d'un texte sur la réflexion autour de la politique. C'est évidemment qu'il faut... aujourd'hui, on a un Rassemblement national assez puissant qui a adopté le logiciel de la dédiabolisation, donc qui cherche en permanence toujours à se désolidariser de tout ce qui pourrait y avoir un poil plus à droite que lui, etc. Donc, de cette manière, voilà, on peut espérer évidemment que ce Rassemblement national fasse des scores importants, c'est toujours mieux que rien, mais il faut bâtir en quelque sorte autre chose à côté, quoi. C'est pas Rassemblement national, c'est pas finalement notre mouvance s'en est un peu écartée. Et donc du coup, ce qu'évoquait Raphaël Emma, c'était de se dire, voilà, en gros, essayer de reconstituer une mouvance autour d'un socle qui se distingue du Rassemblement national par une défense de nos racines, par une exigence morale dans la vie publique, par la volonté de véritablement décentraliser la politique, par le fait d'assumer un style un peu populaire, et puis autour de ça rajouter une écologie enracinée, la primauté du spirituel, la défense de la loi naturelle, etc., la défense des petits, des indépendants, de la classe moyenne. Donc voilà, de créer de sa manière, c'était aussi ce que disait Julien Gela dans son livre Refaire un peuple pour un populisme radical, etc. Je pense qu'il y a la possibilité de recréer finalement à la droite du Rassemblement national un mouvement qui soit pas caricatural, qui soit un mouvement qui parle aux gens, et qui soit un mouvement qui puisse relever la civilisation. Dernière réflexion un peu politique, j'ai eu l'occasion cet été, le thème de notre université dans l'Ouest, et nous ne sommes pas seuls, et donc on a invité énormément d'intervenants étrangers, et je trouvais que ce thème a été vraiment très ravigorant, parce que parfois on se dit, voilà, quel pays de merde, la France,
l'État nous pique tout au niveau des impôts, il faut remplir 46 formulaires pour acheter une bagnole, enfin tout est enfin voilà, puis à côté de ça en gros on construit des kebabs qui blanchissent l'argent de la drogue et personne dit rien, nos frontières sont des passoires, des gamins se prennent des coups de couteau tous les jours dans la rue, enfin voilà, bon bref, ça fait péter des câbles. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde un peu les autres pays, on s'aperçoit que quand même l'humanité est confrontée à de la merde un peu partout, quoi. Alors j'ai eu, voilà, je vous fais part d'une rencontre que j'ai eue avec un Irlandais, un type impressionnant, particulièrement voilà, physiquement et moralement, je dirais rayonnant, et qui nous parlait de l'Irlande, quoi. Et l'Irlande, c'est vrai que quand on en prend conscience, c'est 10 ans de guerre civile. 10 ans d'un pays qui est paralysé par ces guerres, par ces conflits internes. Et il évoquait que en ce moment, il y a des manifestations contre l'immigration où la classe ouvrière irlandaise, excusez-moi, va brûler carrément les hôtels destinés à accueillir les migrants. Bon, un truc inimaginable en France. Et je lui disais, mais en fait, nous, en France, on n'a plus de classe ouvrière, on n'a plus de peuple. On a finalement que des individus. Et c'est tout ce que dit Jérôme Fourquet sur l'archipel français, etc. Et c'est vrai que la réflexion qu'on faisait après, c'est que des lieux comme l'Académie Christiana, comme le pèlerinage de Chartres, il n'en existe qu'en France. Et peut-être que la force de notre pays, c'est d'avoir un catholicisme, évidemment, qui est fragile, hein, mais qui est encore solide dans sa dimension traditionnelle, parce que c'est tout un réseau de familles, tout un réseau de communautés, etc. Et que ce catholicisme encore solide en France, il est peut-être ce qui crée la particularité française et qui peut être, on peut espérer, un des outils de son sursaut et de son renouveau voilà, spirituel, politique. Voilà, je conclus le podcast là-dessus. Voilà, c'était plein de réflexions un peu en vrac. Surtout, je vous demande, écrivez-moi. Commentez, mettez des messages et partagez le podcast, mais surtout voilà, dites-moi ce que vous attendez d'approfondir. Si vous voulez réagir à un thème et qu'on fasse une émission ensemble, je serais vraiment partant. Et je voudrais faire un peu de publicité pour j'évoquais justement cette France catholique comme capacité de sursaut, donc quelques publicités sur les pèlerinages locaux, les pèlerinages régionaux qui se lancent partout en France. Et donc là, il y en a 3 cette année. Il y a le pèlerinage Nostofé, donc en Provence. Il y a le pèlerinage Face et Brace en Bretagne, que j'ai déjà fait plusieurs fois et que je trouve extraordinaire. Et puis nous, Normands, on lance notre propre pèlerinage qui s'appelle Dex High, où on va aller donc de Saint-James au Mont-Saint-Michel, et qui veut être un pèlerinage justement pour la Normandie, un pèlerinage dans lequel justement l'identité normande sera vraiment mise en valeur. Donc voilà, je pense que ces nouveaux pèlerinages locaux sont des occasions justement de palper, d'aller aussi à la conquête, d'évangéliser, de renouer avec finalement une France catholique enracinée et décentralisée. Voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'école des chefs et surtout, n'oubliez pas de m'écrire, de me faire part de vos attentes. À très bientôt dans le Retour au Réel.